À 68 ans, j'ai failli ne pas me relever. Pas à cause d'un accident, pas à cause d'une maladie héréditaire, pas à cause d'une malchance que je n'aurais pas pu éviter. À cause de ce que je faisais moi-même, chaque jour, depuis des décennies, en croyant que c'était normal. Je m'appelle Jean-Pierre, j'ai 72 ans. J'ai été ingénieur pendant 38 ans. J'ai travaillé dur, j'ai pris soin de ma famille. J'ai fait ce qu'on fait quand on veut bien se comporter dans la vie. Et à 68 ans, mon médecin m'a regardé avec ce visage que les médecins ont quand ils ne savent pas encore comment formuler ce qu'ils ont à dire, et il m'a annoncé que mon corps était en train de lâcher sur 3 fronts en même temps. Ce jour-là, je suis sorti du cabinet médical et je me suis assis sur un banc dans la rue. Pas parce que je ne pouvais plus marcher, parce que je devais réfléchir, parce que quelque chose venait de se fissurer dans la façon dont je me voyais, et que j'avais besoin d'un moment pour mesurer l'étendue du dégât. J'avais passé 38 ans à croire que je prenais soin de moi. Je ne fumais plus depuis longtemps. Je buvais modérément. Je faisais des bilans réguliers. Je prenais les médicaments qu'on me prescrivait sans poser trop de questions. J'avais fait tout ce qu'on m'avait dit de faire. Et pourtant, là, sur ce banc, la réalité était la suivante. J'étais un homme de 68 ans, avec un corps qui avait 20 ans de plus que son âge. Ce que je vais te dire maintenant, je l'aurais payé très cher pour l'entendre à 60 ans. À 55 ans même. Parce que ce que mon médecin ne m'a pas dit ce jour-là, ce que personne ne te dit vraiment, pas avec la franchise nécessaire, c'est que l'état dans lequel j'étais n'était pas inévitable. C'était le résultat direct de 3 habitudes que j'avais laissées s'installer dans ma vie, comme si elles étaient naturelles, légitimes, normales. Elles ne l'étaient pas. Et elles te détruisent lentement, sans bruit, sans douleur immédiate, jusqu'au jour où la douleur est là, et où il est presque trop tard pour changer de direction. La première habitude qui m'a abîmé, c'est quelque chose que tout le monde dans mon entourage faisait aussi, ce qui m'a rendu particulièrement aveugle à ses effets. Manger sans conscience. Pas de la malbouffe évidente, rien de spectaculairement mauvais, juste la façon ordinaire dont beaucoup d'hommes de ma génération mangent. Des repas copieux parce qu'on a travaillé dur et qu'on a bien mérité ça, des portions généreuses parce que la nourriture est un plaisir légitime, des produits transformés par commodité, parce que la vie est courte et qu'on a autre chose à faire que de cuisiner 2 heures chaque soir. Le pain blanc, les charcuteries du dimanche, les plats préparés les soirs de fatigue, le fromage en quantité parce qu'on est français et que c'est notre droit. Chacune de ces choses, prises séparément, n'est pas un crime. Mais cumulées sur des décennies, répétées jour après jour sans attention, sans conscience de ce qu'elles font à l'intérieur de ton corps, elles construisent quelque chose. Une inflammation chronique de bas grade que tu ne sens pas directement mais que ton corps paie. Une résistance à l'insuline qui s'installe progressivement. Un système digestif qui travaille en permanence en régime de crise plutôt qu'en régime de fonctionnement normal. Mon médecin m'a montré mes résultats ce jour-là avec une précision que je n'oublierai jamais. Il m'a dit « Votre corps est en état d'inflammation chronique depuis probablement 10 à 15 ans. Et cette inflammation, elle touche tout, les articulations, les vaisseaux, le cerveau. Elle n'a pas de symptômes précis, pas de douleur que tu peux pointer du doigt. Elle travaille en silence, et tu ne la vois que quand le dégât est déjà fait. Ce que j'aurais dû comprendre depuis longtemps, c'est que la nourriture n'est pas seulement du carburant. C'est de l'information que tu envoies à ton corps plusieurs fois par jour, chaque jour, depuis des décennies. Et si cette information dit constamment à ton corps « Gère une charge inflammatoire, protège-toi, reste en alerte », ton corps finit par s'épuiser à obéir. Depuis 4 ans maintenant, je mange différemment. Pas avec des restrictions dramatiques, pas avec un régime que je suis à la lettre et que j'abandonne après 3 semaines. Avec une attention que je n'avais jamais eue avant. Je fais la différence entre ce que mon corps reconnaît comme de la nourriture, des légumes, du poisson, des légumineuses, des fruits, de l'huile d'olive, des noix, et ce qu'il reçoit comme une perturbation à gérer. Je mange moins à chaque repas. Je laisse des espaces entre les repas. Je prépare ce que je mange, simplement, avec des produits qui n'ont pas été transformés à l'autre bout d'une chaîne industrielle. Ce n'est pas de l'héroïsme, ce n'est pas du sacrifice, c'est juste de l'attention. Et les résultats dans mon corps ont été suffisamment clairs pour que je n'ai jamais envie de revenir en arrière. La deuxième habitude, c'est celle dont j'avais le plus honte à admettre.
parce qu'elle touchait à quelque chose que les hommes de ma génération n'ont pas appris à nommer. L'accumulation silencieuse de tensions émotionnelles non résolues. Pendant 38 ans d'ingénierie, j'ai géré du stress, des délais impossibles, des clients difficiles, des projets qui partaient de travers, des responsabilités qui pesaient lourd. J'ai géré tout ça de la façon dont on m'avait appris à le faire, en continuant, en ne m'arrêtant pas, en réglant le problème suivant avant d'avoir digéré le précédent. Et le soir, quand je rentrais à la maison, je décompressais de la façon dont la plupart des hommes de mon âge décompressent. La télévision, un verre, le silence, et le lendemain on recommence. Ce que je ne faisais pas, c'est traiter réellement ce que j'avais accumulé. Le laisser sortir, le nommer, le déposer quelque part. Je l'entassais. Et cet entassement, sur des décennies, finit par occuper de la place dans le corps autant que dans la tête. Mon médecin me l'a dit avec des mots qui m'ont surpris par leur précision. Le cortisol chronique, l'hormone du stress maintenue trop longtemps, attaque les mêmes systèmes que l'inflammation alimentaire. Il perturbe le sommeil, il perturbe la régulation de la glycémie, il perturbe la fonction immunitaire. Un homme qui mange correctement mais qui vit sous tension constante depuis des décennies ne sera pas en bonne santé. Son corps paie le stress que son esprit n'a pas traité. J'avais les deux. L'alimentation qui entretenait l'inflammation et le stress chronique qui faisait le même travail par une autre voie. Mon corps gérait une charge permanente sur deux fronts simultanément depuis des années. Et à 68 ans, il avait épuisé ses réserves. Ce que j'ai changé sur ce point-là est plus difficile à décrire que les changements alimentaires, parce que ça n'a pas de recette simple. Mais concrètement, j'ai appris à identifier quand ma tension intérieure montait, et à y répondre le jour même, plutôt que de la laisser s'accumuler. Pas en la niant, pas en faisant semblant qu'elle n'était pas là, en la reconnaissant, en faisant quelque chose de physique pour l'évacuer. Marcher, travailler avec mes mains, rester assis sans rien faire d'autre que respirer pendant 20 minutes. Et en retirant de ma vie, progressivement, les sources de tension qui n'étaient pas nécessaires. Cette dernière partie est peut-être la plus importante. À 68 ans, j'ai fait le bilan de ce qui dans ma vie m'épuisait sans me nourrir. Certaines relations qui fonctionnaient sur un mode de tension permanent. Certaines obligations que j'avais acceptées par habitude et non par choix. Certaines façons de consommer l'information, les nouvelles en continu, les conversations qui finissent toujours dans l'inquiétude, que j'avais intégrées dans mes journées sans me demander ce qu'elles me coûtaient. J'ai dit non à des choses que j'aurais acceptées quelques années plus tôt. Pas par égoïsme, par nécessité biologique. Mon corps ne pouvait plus se permettre le luxe du stress inutile. La troisième habitude est peut-être la plus courante, et c'est pour ça qu'elle est aussi la plus dangereuse. La délégation totale de ma santé à des professionnels que je ne questionnais jamais. Je veux être clair sur ce que je veux dire. Je ne te dis pas de ne pas voir tes médecins. Je ne te dis pas de rejeter les médicaments dont tu as besoin. Je ne suis pas contre la médecine. J'y dois peut-être une partie de ma vie. Ce que je te dis, c'est que pendant des décennies, j'ai adopté une attitude passive face à ma propre santé qui m'a coûté très cher. Je prenais les médicaments qu'on me prescrivait sans demander pourquoi, sans comprendre ce qu'ils faisaient, sans m'interroger sur ce qu'ils traitaient et ce qu'ils ne traitaient pas. Je sortais des consultations avec une ordonnance et je considérais que ma responsabilité s'arrêtait là. Quelqu'un d'autre gérait ma santé. Moi, j'obéissais. Ce que j'ai compris à 68 ans, sur ce banc dans la rue, c'est que personne d'autre que moi ne peut gérer ma santé. Pas parce que les médecins sont incompétents, le mien est excellent, mais parce que la médecine gère la maladie. Elle identifie ce qui va mal et elle tente de le corriger. Elle ne produit pas la santé. La santé, c'est ce qui se passe entre les consultations. C'est dans ta cuisine, dans ton lit, dans ta façon de gérer le stress d'un mercredi ordinaire. Et ça, personne ne peut le faire à ta place. Je suis devenu, depuis 4 ans, quelqu'un qui pose des questions à son médecin, qui comprend ce qu'on lui prescrit et pourquoi, qui fait des recherches sérieuses, pas sur des sites de remèdes miracles, mais sur ce que la science dit vraiment sur le vieillissement, sur l'inflammation, sur les effets de certains médicaments à long terme, qui arrive en consultation avec des observations sur son propre corps, pas juste des symptômes à faire gérer. Ce changement-là, passer de patient passif à participant actif de ma propre santé, a été le plus difficile des trois, parce qu'il demandait de désapprendre quelque chose de très profondément installé.
La conviction que les experts savent mieux que toi ce qui se passe dans ton corps. Ils savent des choses que tu ne sais pas. Mais toi, tu sais des choses qu'ils ne savent pas non plus. Comment tu te sens vraiment, ce qui a changé, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans ta vie quotidienne. Ces deux types de connaissances doivent travailler ensemble. Aujourd'hui, à 72 ans, mes résultats médicaux ont changé de façon que mon médecin lui-même qualifie de remarquable. Pas spectaculaire. Je ne vais pas te raconter que je me sens comme à 40 ans. Ce serait un mensonge. Mais les indicateurs d'inflammation sont revenus dans des zones normales. Ma glycémie est stable. Mon sommeil, qui était devenu fragmenté et insatisfaisant, est redevenu réparateur. Je me lève le matin avec de l'énergie, plutôt qu'avec la fatigue que j'avais appris à considérer comme normale. Ce n'est pas un miracle. C'est le résultat de 4 ans de choix quotidiens différents. Je veux te dire quelque chose que j'aurais voulu entendre bien avant ce banc dans la rue. Ton corps n'est pas contre toi. Il ne décline pas par malice. Il ne se dégrade pas par fatalité. Il répond à ce que tu lui donnes. Et si tu lui donnes depuis des décennies des aliments inflammatoires, du stress non traité et une absence totale d'engagement dans ta propre santé, il te donnera en retour ce qu'il peut donner dans ces conditions. Pas le meilleur de lui-même, mais ce qui est possible avec ce qu'il a reçu. Ne gaspille pas tes 60 ans comme j'ai gaspillé les miens, à croire que le déclin était inévitable. Il ne l'est pas entièrement. Une partie de ce que tu appelleras vieillesse dans 10 ans se décide maintenant, à ta table et dans ta façon d'habiter tes journées. Je ne te promets pas que changer ces 3 choses te gardera en parfaite santé jusqu'à la fin. La vie ne fonctionne pas avec des garanties. Mais je te promets ceci. Si tu changes ces 3 choses, ton corps aura les conditions pour faire ce qu'il sait faire quand on le respecte. Se réparer, se maintenir, rester debout le plus longtemps possible. Et rester debout, à notre âge, ce n'est pas rien, c'est tout.